Bonjour à tous et bienvenue dans les Rocopsy, une série du podcast La Psy c'est pour les fous. Je suis Jeanne, psychologue. Et dans cette série, je vais vous parler d'œuvres, de livres, de films, de podcasts qui m'ont marqué et qui permettent d'éclairer une problématique psychologique. En vous les partageant, j'espère qu'elles vous aideront à porter un nouveau regard sur votre histoire ou celle d'un proche. Bonne écoute! J'ai consacré les 2 premiers épisodes des Rocopsy de Jeanne au monde de l'enfance. Alors en toute logique, aujourd'hui, je vais vous parler de l'adolescence. Et pour aborder ce vaste thème, ma Rocopsy du jour va s'articuler autour de l'œuvre d'une auteure qui est lue à des millions d'exemplaires. Vous voyez de qui je parle? Il s'agit de Virginie Grimaldi. Et pour ne rien vous cacher, je dois vous dire que j'avais un a priori assez négatif sur cette auteure. À l'époque, et ça remonte à quelques années en arrière, je me disais encore une romancière feel-good qui va en tartiner pendant des pages et des pages, avec un scénario connu d'avance et des bons sentiments tellement clichés que t'en peux plus. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment apparenter les romans de Virginie à de la littérature classique. Mais n'empêche que je m'étais bien mis le doigt dans l'œil. Ne dit-on pas qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis? Alors pour avoir une vraie opinion sur cet auteur, il fallait quand même que je lise ses romans. Et une fois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage, je pouvais plus m'arrêter. J'ai eu vite fait de rattraper mon retard, j'ai lu tous ses livres les uns à la suite des autres. Il y en a un qui m'a particulièrement touchée, il s'appelle « Et que ne durent que les moments doux ». L'histoire se passe en néonatologie, et il y a de grandes chances que je consacre un épisode à ce roman en particulier. En lisant ces livres, j'ai compris que Virginie était une auteure très sensible. Et on devine aussi que tous ces livres, à leur manière, racontent un petit bout de son histoire. Virginie n'a pas peur de se montrer fragile et vulnérable, et c'est sûrement ce qui fait la beauté et la profondeur de ses romans. Et puis Virginie est une personne qui fait très souvent preuve d'humour. Je crois pas avoir lu un de ses livres sans m'être tapé au moins une grande barre de rire. Sans parler de ses intrigues, la plupart du temps étonnantes et déroutantes, elle nous amène vraiment là où on s'y attendait pas du tout. En gros, Virginie parle avec ses tripes, et je crois que c'est ça qui me plaît dans son écriture. Elle écrit de la fiction, bien sûr, mais on la devine, on la ressent derrière chaque mot, chaque page, chaque chapitre. C'est comme partager un moment d'une incroyable intimité et profondeur avec un ou une amie. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Découvrir les histoires intimes des uns et des autres. C'est pour ça que j'aime à ce point les romans autobiographiques et que j'en ai moi-même écrit un. Je suis persuadée qu'en témoignant de nos histoires respectives, c'est comme ça qu'on peut se relier les uns aux autres et s'aider à y voir plus clair sur nos émotions. Conclusion, il faut vraiment tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler et surtout lire les œuvres avant de se faire un avis. Dans le cadre de l'écriture de cet épisode, j'ai regardé La Grande Librairie d'Augustin Trapenard. Virginie y avait été invitée pour parler de son dernier livre, précisément celui qui concerne la Rocopsy du jour. Il s'agit donc du roman intitulé « Les heures fragiles » paru en 2025. J'ai pas envie d'écrire ce qu'on attend de moi, j'ai envie d'écrire en partant de moi, de ce qui vibre, de ce qui me bouleverse. Souvent, je me dis quelle chance j'ai d'avoir ça, d'avoir l'écriture pour pouvoir transcender tout ce que je vis, puisque tous mes livres ils partent de quelque chose de très personnel. Et c'est une chance immense d'avoir l'écriture et aussi la lecture. En écoutant cette émission, je me suis dit que mon intuition ne m'avait pas trompée. Donc aujourd'hui, l'essentiel de ma Rocopsy va s'articuler autour de son dernier roman qui nous parle d'adolescence. Virginie a construit son histoire autour de 2 personnages clés, une mère et sa fille. On découvre que Diane, la mère de famille, est anéantie par la récente séparation d'avec son mari, le père de ses 2 enfants. Et parallèlement à cette situation douloureuse, on comprend que Lou, l'adolescente de la famille, ne va pas très bien, pour ne pas dire qu'elle va très mal. Et même s'il s'agit d'un livre dont le thème principal est l'adolescence, Virginie en profite pour parler des femmes, ces adolescentes devenues grandes finalement. Moi, en tant que femme, j'évolue. Mon féminisme, par exemple, évolue. Je trouve que dans ce livre, j'ai mis beaucoup de choses, d'idées aussi. Tout ce qui concerne la mère, il y a cette histoire de mère-fille, mais il y a aussi l'histoire de son couple. Ouais. Ce désir qui ne se place plus au même endroit. Ouais. Cette injonction qui est faite aux femmes dès adolescentes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi que l'adolescente soit une fille, parce qu'en tant que fille adolescente, c'est très difficile de se construire. Quand notre corps change, le regard des hommes change, il devient tout à coup différent. On n'est plus une petite fille, on devient une femme, avec tout le désir que ça charrie. Et puis cette injonction qui est faite aux femmes de devoir satisfaire le désir des hommes, comme si... Et voilà, j'avais envie de parler de tous ces sujets-là. Quand j'ai rencontré Seb, je pensais encore que faire l'amour régulièrement était l'un des prérequis à l'épanouissement d'un couple. La fatigue, les préoccupations et les habitudes ont souvent eu raison de ma libido. Le désir a tiré sa révérence. Il est rare que ce soit lui qui me pousse dans ses bras. C'est plus sûrement la culpabilité, l'habitude,
le devoir, l'empathie, la pression sociale. Je suis désormais incapable de mettre mon corps au service d'un autre désir que le mien. Nous sommes deux. Ses besoins ne prévalent pas sur les miens. S'il veut me quitter pour ces raisons, libre à lui. La société évolue. Lentement, mais c'est toujours mieux que pas. J'espère que mon fils sera de ceux qui respectent les envies de ses partenaires autant que les siennes. J'espère que ma fille se sentira libre de dire non, qu'elle ne se forcera pas parce qu'elle pense être allée trop loin, parce qu'elle ne veut pas paraître égoïste. J'espère que sa première fois sera inoubliable pour les bonnes raisons. J'espère qu'un jour, nous cesserons d'éduquer les garçons comme des animaux gouvernés par leurs pulsions et d'élever les filles pour plaire et pas pour être. Et face au mal-être de Lou, Diane a le bon réflexe. Elle l'amène consulter un médecin psychiatre. Au départ, Lou est un peu réticente avec cette démarche. Elle ne se saisit pas alors d'emblée de cette opportunité pour parler de ce qui la rend vraiment malheureuse. Et c'est seulement lors de la deuxième séance qu'elle décide de s'ouvrir. C'est le moment. J'ai deux chemins face à moi. Je peux continuer à faire comme si tout allait bien et espérer que ça passe tout seul, ou je peux tenir la promesse que j'ai faite à maman et dire la vérité. J'ai pas dormi parce que j'ai des trucs dans ma tête et que j'ai peur de les prononcer à voix haute. De quoi as-tu peur? Quand j'étais petite, ma mère faisait un tour de magie. À la fin de l'hiver, elle mettait l'énorme couette dans un sac en plastique, elle aspirait tout l'air avec l'aspirateur, et la couette devenait toute petite. Et après l'été, quand on rentrait de vacances, elle ouvrait le sac plastique et la couette redevenait énorme. J'ai peur que ce soit la même chose avec mes pensées, qu'elles deviennent énormes si je les laisse sortir. Sa médecin psychiatre lui propose alors un séjour thérapeutique. Elle m'a parlé d'un centre, créé il y a une quinzaine d'années par une équipe de professionnels de la santé mentale, dont elle. Un lieu pensé pour les adolescents dont la souffrance morale nécessite une prise en charge thérapeutique, mais qui peuvent encore éviter l'hospitalisation classique. Une sorte d'antichambre de la clinique, une dernière chance. J'avais du mal à respirer. Elle a expliqué que la rupture avec l'environnement était souvent bénéfique. A exposé les critères d'inclusion, épisodes dépressifs, anxiété, dévalorisation, difficultés relationnelles, troubles de l'alimentation, décrochage scolaire et d'exclusion. Fugues répétées, actes de violence physique ou sexuelle, tentatives de suicide antérieures. J'ai tout fait. Le centre se situait dans le Trièves, au cœur des Alpes, à 1 heure d'ici, les jours de beau temps. Elle a vanté les bienfaits de la nature sur l'affect, a décrit la vue époustouflante, évoqué les randonnées, l'escalade, les baignades dans les torrents. J'écoutais d'une oreille. J'ignorais encore que Lou avait déjà accepté. Là-bas, elle va faire la connaissance d'autres adolescents comme elle et peu à peu, elle va sortir de l'isolement, réapprendre à interagir avec d'autres êtres humains et même tisser des liens forts. Et alors que Lou séjourne à la montagne, sa mère se met en tête d'aller affronter son passé dans l'espoir d'aider sa fille à se rétablir. Cela fait des années qu'elle refuse de retourner chez ses parents sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. On découvre au fil des pages ce qu'elle fuit depuis tant d'années. Mais je m'arrêterai là pour ne pas vous dévoiler l'intrigue du roman. Le séjour thérapeutique de Lou va lui être salvateur. On peut avoir tendance à penser qu'un séjour en psychiatrie relève du cauchemar. Mais cette expérience peut au contraire être libératrice et transformatrice, ou tout du moins amorcer un début de changement. Virginie nous explique sur le plateau de la grande librairie qu'elle a été plus jeune, cette adolescente Lou, donc ça a été facile pour elle de se mettre dans sa peau. Mais elle précise toutefois qu'il lui a fallu faire des ajustements pour être une adolescente aujourd'hui, ce qui explique qu'elle ait eu envie et besoin de faire appel à un professionnel, en l'occurrence Emmanuel Piquet. Emmanuel s'exprime beaucoup dans les médias au sujet des adolescents et en particulier du harcèlement scolaire. J'ai déjà un peu parlé d'elle dans l'épisode précédent, mais si toutefois vous ne la connaissez pas, Emmanuelle est psychologue et fondatrice des centres de thérapie à 180 degrés. Dans ces centres, tous les thérapeutes sont formés et travaillent avec la thérapie brève stratégique. Cette approche, issue de l'école de Palo Alto, repose essentiellement sur un outil appelé 180 tentatives de solution. Pour bien comprendre l'intérêt de cette approche, je vous partage un extrait d'un entretien que j'ai réalisé avec Emmanuel Piquet. Il y a un milliard de choses à retenir de cette école, tellement les penseurs qui en sont à l'origine ont eu des fulgurances, je trouve, à la fois intellectuelles et cliniques. Et s'il y avait une prémisse vraiment palo-altienne fondamentale à retenir pour moi, c'est cette idée qu'ils ont mise en exergue, que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Et partant de cette prémisse, c'est là qu'ils se sont dit, donc si cette hypothèse est bonne, alors ça veut dire qu'il faut qu'on aide les gens à faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on s'appelle à 180 degrés, quoi. On va aider les gens à faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que souvent, quand les gens viennent nous voir, ils me disent, par exemple, Madame Piquet, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent.
dans les consultations. Et donc, moi, j'ai envie de dire, faisons demi-tour, parce que c'est quand même ce qu'on fait dans une impasse. Et en fait, il y a 2 types de patients. Il y a ceux qui n'avaient même pas idée qu'ils pouvaient faire demi-tour. Il y en a un certain nombre, qui pensaient vraiment que c'était ça la vie, se cogner dans la vitre en permanence et se faire mal et recommencer, voilà. Et puis il y a des gens qui savent très bien que demi-tour, ça pourrait être possible, mais qui se disent: «Je prends pas ce risque-là parce qu'en faisant demi-tour, je sais pas ce que je vais voir que j'ai pas envie de voir». Et donc vraiment notre métier de palo-altien, c'est vraiment d'aider les gens à faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent pour résoudre un problème. Parfois, en tant que parent, on peut se sentir très impuissant ou avoir l'impression d'avoir déjà tout essayé. Alors si vous et votre adolescent avez le sentiment d'être justement coincé dans une impasse, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, comme l'a fait Diane pour Lou. Dans le prochain épisode, et pour faire suite à cette recopsie, je vais donner la parole à Anouk. Anouk avec un K. Anouk est une jeune fille de 26 ans qui, quand elle avait 18 ans, a fait un séjour de 5 semaines en psychiatrie. Cette expérience a été pour elle aussi difficile que transformatrice. Et depuis quelque temps, elle met en ligne sur son compte Instagram des vidéos de ses dessins illustrés, à travers lesquels elle raconte son séjour en psychiatrie et ce qu'elle y a vécu. Et elle a nommé son projet « Bienvenue chez les fous ». J'aurai donc le plaisir de vous partager son expérience en tant que patiente. Et vous le savez, si vous m'écoutez depuis quelque temps, j'aime toujours articuler la théorie à la réalité d'un vécu, ce qu'on appelle en psychologie la clinique. Alors, côté soignant, je me suis tournée vers le docteur Cécile Feltin. Elle tient le compte Instagram Psychiatrie sans filtre. Cécile est pédopsychiatre à Rouen. Elle a partagé une publication au sujet de la souffrance chez les adolescents et elle propose également une formation sur la crise suicidaire chez les jeunes, à destination des professionnels de la santé mentale, mais pas seulement. Elle peut également intéresser les parents et toute personne qui se sent concernée par le sujet. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour rencontrer ces 2 femmes aussi sympathiques que passionnantes. C'était les recopsies de Jeanne. J'espère que cette recommandation vous donnera matière à réfléchir ou peut-être même l'envie de faire un pas de plus vers un travail sur vous. Si vous avez aimé cette reco et que vous pensez qu'elle pourrait être utile à un proche, n'hésitez pas à lui partager. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide vraiment à faire connaître mon podcast. Si vous appréciez mon contenu, sachez que je publie régulièrement des épisodes, alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à ma newsletter. Le lien est sur mon site internet. Et pour ceux qui seraient vraiment trop tristes de voir ce podcast s'arrêter, parce que oui, je vous le rappelle, c'est un podcast entièrement indépendant, vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un don, petit ou grand, pour m'aider à financer la post-production qui vous permet d'avoir une expérience auditive agréable. Parce que oui, moi, je suis psy, pas ingé son. À chacun son métier. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recopsie. Et d'ici là, prenez soin de vous.